Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Jean-Louis Guillonneuf, vous ne la connaissez peut-être pas, mais les auditeurs la connaissent bien. Flore Chéri, qui travaille à Union.fr, qui a créé MySuiteFantasy.com et qui, paraît-il, a créé, non, c'est pas vous, mais il y a une nouvelle pièce au Sweet Paradise, une nouvelle pièce le 5 à 7, tous les dimanches à 16h. Donc, c'est une pièce de théâtre érotique qui est conçue spécialement pour le désir des femmes. Et ça parle d'infidélité, de communication dans le couple. Ça peut peut-être être sympa, ça. Exactement, oui. Et c'est moi qui l'ai écrite aussi. Donc vous aviez raison en disant conçue par Flore. Vous avez tout à fait raison. J'ai écrit cette pièce qui est la première pièce de théâtre qu'on a fait spécialement pour le désir des femmes. Donc c'est pas des sweeties femmes qui se dénudent, ce qu'on propose souvent. Là, c'est vraiment un homme qui va incarner un rôle un petit peu autoritaire et qui va faire des défis pour les spectatrices qui sont présentes. Eh bien, dites donc, vous n'arrêtez pas, Flore Chéri. Je n'arrête pas, oui. Et alors, vous nous parlez de quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai parlé de la mythologie. Parce on parle des différentes violences protéiformes. Et quoi de plus violent que les grands mythes anciens qui parlent souvent de meurtre, viol, trahison et de guerre. J'ai écrit récemment un dossier sur la mythologie et la sexualité. J'ai trouvé ça passionnant. La mythologie, vous le savez, elle est multiculturelle. Elle peut être grecque, romaine, égyptienne, japonaise, inca. Et comme elle se veut raconter le monde et modéliser des forces invisibles qui l'habitent à travers des monstres, des objets au pouvoir délirant et une nature toute puissante, elle raconte aussi beaucoup de choses sur notre rapport entre les hommes et les femmes. Déjà, il y a une figure qui est une constante de la mythologie et que l'on retrouve dans toutes les cultures, c'est celle de la déesse mère. Tous les cultes féminisent et personnifient la nature en une déesse toute puissante et très fertile. On connaît bien sûr Gaïa chez les Grecs qui a enfanté tous les titans, mais il y en a plein d'autres. Dans la mythologie basque, par exemple, il y a Marie, une déesse mère habillée très élégamment, qui habite dans une grotte sous les humains et qui peut provoquer des orages indispensables à la fertilité de la terre. En Arménie, on retrouve Anaït, déesse de la fécondité, de la naissance, de la beauté et de l'eau. Mais il y a aussi Isis en Égypte, Cybèle au Proche-Orient et Xingmu en Chine. Mais la femme n'est pas qu'une terre agricole fertile, comme elle est souvent pensée par les hommes. Elle peut aussi être dépeinte comme dangereuse et mortelle. On pense bien sûr à la Méduse qui pétrifie les hommes qui la regardent, mais il y a aussi la déesse Kadesh en Égypte qui tient dans une main des fleurs de lotus et dans l'autre des serpents venimeux. Elle peut empêcher ou déclencher les conflits d'ailleurs. Erzuli dans la mythologie vaudou est représentée avec un cœur et un poignard. Fréja, dans la mythologie nordique, contrôle les hommes grâce à un collier surpuissant qui les oblige à se soumettre à ses charmes. Elle influe ainsi sur les victoires ou les défaites lors des guerres. Et du côté des hommes, on a aussi deux figures distinctes qui se séparent. On a d'un côté les gentils, les chasseurs de l'amour. On pense à Cupidon dans la mythologie latine, Eros et Apollon dans la mythologie grecque, qui sont représentés avec des ailes et un arc. Mais on a aussi Kama, divinité hindoue qui symbolise la libido masculine et qui est armée d'un arc en canne à sucre et de flèches en forme de fleurs. Ça a donné le nom d'ailleurs au fameux Kama Sutra, bien sûr. Et de l'autre, clairement, donc l'autre figure masculine, ce sont les bêtes, les hommes qui ne visent pas précisément et qui sont agités par des pulsions animales anarchiques. On pense à Priape, qui est laid, abandonné par sa mère Aphrodite et qui souffre d'un sexe ityphallique constamment dressé en érection. On pense aux satyres qui forment le cortège de Dionysos, moitié homme, moitié bouc, qui jouissent de façon anarchique par la masturbation, la zoophilie et des activités homo- ou hétérosexuelles diverses et variées. En bref, si on voulait grossir le trait sur les leçons données par les mythologies, on comprend que les hommes trouvent les femmes nécessaires à leur survie mais dangereuse et que leur libido peut se montrer aussi légère et élégante qu'une flèche lancée en plein ciel, comme bestiale et corrosive s'ils sont livrés trop longtemps à eux-mêmes en pleine nature. C'est très intéressant et je suis tout à fait d'accord. La mythologie, on a tendance un peu aujourd'hui à l'oublier, mais elle est importante parce qu'elle parle de notre inconscient collectif universel et on voit bien à quel point il y a beaucoup de violence dans l'homme, dans l'humain en quelque sorte. Et dans les rapports avec les femmes, oui, déjà oui.
Bien sûr, déjà. De jalousie, d'envie. Moi, je me souviens, à une certaine époque, j'avais demandé à Marek Alter de faire une chronique. Il venait une fois par semaine faire une chronique pour montrer la violence de la Bible, où on tue ses enfants, on tue ses parents, et c'est vrai que c'est quand même, ça veut bien dire que si on n'accepte pas cette violence, on ne pourra jamais la combattre, quoi. Il faut la reconnaître. Oui, tout à fait. Ah oui, pour la canaliser. Il faut connaître son ennemi pour le combattre. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, bien sûr. Et avoir une pulsion meurtrière, je dirais, après tout, c'est possible. Le tout, c'est de la reconnaître et de pas passer à l'acte. Hein. C'est tout à fait ça. Et voilà, après... Et c'est vrai qu'on en revient sur la question du déni, parce que je pense que ce qui fait le plus de mal, c'est de nier sa propre pulsion violente ou ses propres envies, en disant ça n'existe pas, ce n'est pas moi, il n'y a pas de monstre en moi. Et c'est quand on se nie, peut-être, quand on nie le monstre en soi, qu'on peut passer aux actions en les minimisant. Et qu'on ne peut pas les corriger. Et qu'on ne peut pas les corriger, oui. On ne peut pas se corriger, on ne peut faire qu'aggraver la situation. La situation ne peut que s'aggraver. Oui, je crois que c'est vraiment important de comprendre ça. C'est vrai que c'est pas agréable de voir nos mauvais penchants, notre envie, mais si on ne le reconnaît pas, on pourra pas le canaliser et on risque en effet de passer à l'acte et de se retrouver en prison. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, dans les mesures judiciaires pour les maris violents, il y a des obligations de soins. Quand ils sont sous dépendance d'alcool ou sous dépendance d'autres produits, qui a favorisé le passage à l'acte. Donc il y a une obligation d'aller voir un thérapeute pour qu'un professionnel gère ce... Oui, ce qui est dommage, c'est que on n'arrive pas, et moi j'ai pas de solution, Flore Chéri, Jean-Louis Guilleneuf, mais on n'arrive toujours pas à vraiment définir la personne qui de toute façon repassera à l'acte. On le sait pour la pédophilie, par exemple, de certains thérapeutes qui travaillent sur la pédophilie avec des pédophiles, donc me disent, il y en a au moins 30%, c'est marrant, on revient au même chiffre, 30% qui de toute façon sont inguérissables. Et alors on en fait quoi ? Vous avez une solution mais ils sont... dans le passé, quand j'étais policier, j'ai travaillé sur ce contentieux à la brigade de protection des mineurs à Paris, sur les pédophiles. Et déjà, les thérapeutes évoquaient ce risque de passage à l'acte et l'impossibilité de les soigner. De les guérir, mais il y a une possibilité de calmer les pulsions, par des traitements peut-être lourds, mais des traitements qui bloquent les libidos. Mais faut-il encore qu'ils les prennent ? Oui, parce qu'on ne peut pas obliger les gens à se soigner. Tout à fait. Moi j'ai une solution, on les fout tous sur une île entourée de caïmans et puis ils se démerdent entre eux. Oui, mais c'est pas autorisé. C'est pas possible. Non, mais Flore Chéri, vous avez une solution ? C'est une vraie question de société. Comment faire société avec des gens qui sont déjà pédophiles, dont certains ne sont pas pédocriminels. Donc, c'est-à-dire qu'ils souffrent parfois de leur propre pédophilie et qu'ils veulent ne pas passer à l'acte. Je pense qu'il y a des gens d'ailleurs qui prennent la castration chimique, ce qu'on appellerait de confort ou de convenance. Volontairement, bien sûr. Volontairement. Oui, mais s'ils sont dans le fantasme et qui savent en parler, et là, on n'est pas dans le déni. Là, ils savent qu'ils ont le monstre, enfin, entre guillemets, qu'ils ont cet aspect-là de problème qu'ils veulent corriger. Ceux-là, on pourra les canaliser. Ceux qui sont dans le déni, je ne sais pas comment on fait société avec eux, mais c'est un vrai sujet. Bah oui, c'est quand même terrible. Enfin, je veux dire, ou dans le refus du soin. Ou dans le refus du soin. Le refus du soin ou l'interruption du soin. Oui. Alors évidemment, faut peut-être les mesures d'isolement sont peut-être commandées dans ce cas-là, mais je connais mal les différents dispositifs qui sont à disposition pour mettre à l'écart les gens de la société ou les cadrer. Il y en a un qui est relativement simple, c'est le fichier des... alors je ne me rappelle plus son nom exact, son acronyme exact, mais c'est le fichier des délinquants sexuels. Et qui est accessible à toutes les structures qui travaillent avec des enfants. Oui. Voilà. Oui, mais on a vu combien de fois il y a eu des failles dans ce système. Parce que la personne n'avait pas été inscrite, effectivement, il y avait un oubli d'inscrire la personne, ou il n'y avait pas eu la recherche, l'oubli de faire la recherche. Mais c'est vrai qu'on ne devrait pas... Et après, il y a les parcs publics, il y a plein d'endroits où il y a des enfants qui sont accessibles à tout le monde. C'est vrai. Alors, il y a aussi une autre mesure, c'est l'obligation pour les délinquants sexuels de déclarer leur domicile et leur changement de domicile. Et pour certains, d'aller pointer. Même en l'absence de passage à l'acte.
avec des passages à l'acte antérieurs, bien sûr, mais une fois que la peine de prison est effectuée, il y a oui, ils sont surveillés, entre guillemets. Une mesure de sécurité. Oui. Mais c'est là où ça pose toute la question, en effet. En même temps, on est dans un pays démocratique et on ne peut pas non plus leur faire porter une étoile rose. Exactement. Par contre, on peut leur interdire des activités au contact des enfants. Bien sûr. En tout cas, Jean-Jacques Rousseau, quand il disait que l'homme est fondamentalement bon, il avait peut-être pas tout à fait raison. Hein. Bon, il voulait le voir comme ça ? Il est fondamentalement bon s'il veut se corriger lui-même, peut-être. Peut-être. Restons positifs. Restons positifs. Bien sûr. Merci beaucoup, Flore Chéry, en tout cas. Et je rappelle donc, allez découvrir cette nouvelle pièce au Suite Paradise. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui aiment bien, qui ont déjà été, mais c'est 12 rue Marie Stuart. Et c'est Flore Chéry qui l'a écrit. Ça s'appelle le 5 à 7. C'est le dimanche à 16h. Donc, voilà.